Bonjour et bienvenue Béatrice Noëllec pour ce nouvel entretien Bloom Time consacré aux choses de la vie. Alors Béatrice, vous nous avez beaucoup surpris parce que vous venez de publier un livre qui s'appelle Une maison à soi, qui vient de paraître aux éditions Michalon. Et alors c'est votre premier livre, sauf que vous allez peut-être nous démentir et nous dire qu'il y avait d'autres livres avant, mais enfin donc c'est d'autant plus intéressant. Et puis ça parle de choses personnelles qui concernent chacune et chacun d'entre nous dans nos vies. Alors Béatrice, prenez une question très générale pour essayer de comprendre quel est cet attrait que vous avez trouvé dans nos maisons à nous et pourquoi tout d'un coup mettre en avant nos maisons. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette affaire? Oh, c'est une vieille obsession, je dirais, avec un imaginaire enfantin qui a été vraiment pétri de lieux extrêmement divers. Et je crois que petit à petit, ça a forgé effectivement un imaginaire des maisons, un imaginaire des lieux où nous vivons toutes et toutes. Et puis il y a eu un fait déclencheur, c'est que dans ma vie, à un moment donné, j'ai quitté 3 maisons qui m'étaient chères en l'espace de 2 ans. Une qui était vraiment fondatrice et 2 autres qui aussi avaient compté comme jalons dans ma vie. Et j'ai trouvé que c'était une expérience de vie absolument incroyable, que ça engendrait des bouleversements intimes et dont on parlait finalement peu, des douleurs aussi, mais qui par rapport à, par exemple, la perte d'approche, étaient finalement assez minorées. Voilà, que c'était quand même des douleurs qui étaient à la fois fortes et assez tues. Et quand j'en ai parlé autour de moi, je me suis aperçue que beaucoup de gens me disaient « mais pour moi aussi, ça a été un déchirement ». Mais finalement, ça paraissait tellement bassement matériel que j'ai pas osé en parler. Et je me suis dit « mais là, il y a quelque chose qui finalement est très partagé par chacun ». Et qui est un très beau sujet d'écriture. Et puis après, j'avais quasiment posé la plume, si j'ose dire, quand est arrivée la pandémie et le confinement surtout, où on s'est tous retrouvés, pour le pire comme pour le meilleur, dans nos huis clos familiaux, personnels, entre 4 murs. Et donc ça revisitait encore complètement cette notion d'habiter. Et je me suis dit, voilà, il faut que je rajoute aussi cette dimension-là à l'ouvrage. Alors c'est un très beau livre, c'est un peu piégeux si je peux dire, parce que quand on lit votre livre, on lit votre histoire, mais on lit aussi la nôtre en retour. C'est-à-dire qu'on s'identifie à des maisons dans lesquelles on a vécu, qu'on a aimé, etc. etc. D'où vient le fait très étrange qu'on s'attache à des lieux, parce qu'on est dans une société, dans des sociétés qui sont quand même très mobiles, on passe nos vies sur Internet et les réseaux sociaux, et puis voilà, qu'on se souvient de ce qu'on a vécu, en bien ou en mal en effet, dans des maisons il y a longtemps. Donc quel est cet endroit étrange où on trouve, où tout au moins la mémoire trouve des refuges, et on a l'impression même que notre vie se construit avec tous ces lieux qui sont totalement inattendus dans notre monde de mobilité qui paraît totalement virtuel. Sans doute qu'on a besoin de points d'ancrage, que c'est extrêmement important. Alors moi je me suis amusée à faire un peu le test quand j'ai réfléchi et travaillé à ce livre. J'ai spontanément engagé la conversation dans des cercles familiaux, amicaux, etc. Ou professionnels sur les lieux qui avaient compté pour eux. Et les gens sont absolument intarissables. C'est qu'on a tous, au fond de nous, quelques thébaïdes, quelques lieux d'enfance, etc., qui en fait nous ont littéralement construits. Parce que nos maisons sont effectivement nos petits théâtres intimes, de puissants révélateurs de qui nous sommes, de ce que nous sommes et aussi des liens que nous avons avec les autres. C'est-à-dire que les lieux et les liens sont absolument indissociables, que les lieux où nous vivons sont des lieux où effectivement, qui sont aussi des lieux de pouvoir. La répartition de l'espace, par exemple, dans une maison, c'est aussi des enjeux de pouvoir. C'est très intéressant dans un couple, etc. Où ce sont aussi des lieux, finalement, laisser de la place à l'autre, c'est aussi un acte d'amour. Quand on ne laisse pas concrètement, matériellement de la place à l'autre, on peut s'interroger effectivement sur aussi la nature des relations qui nous lient. Donc c'est
pas pour rien effectivement que ce livre s'appelle Une maison à soi. C'est aussi un clin d'œil, je dirais, à évidemment Une chambre à soi de Virginia Woolf, qui disait dans son propos, il faut pour une femme, en gros elle disait, il faut de l'argent et puis il faut une chambre à soi. Chambre étant un mot, mais au plus largement, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il faut un endroit à soi. C'est-à-dire qu'il faut un endroit pour qu'une femme puisse créer, par exemple. Il faut qu'elle soit soustraite des contingences domestiques, des vicissitudes du quotidien, et il faut qu'elle puisse effectivement se soustraire à ça pour pouvoir poser un acte créateur, pour pouvoir écrire, etc. Donc on voit bien que ces quatre murs sont loin d'être anodins, qu'ils renferment effectivement des enjeux d'amour, des enjeux de pouvoir, et que c'est extrêmement intéressant, tant effectivement il y a un véritable jeu de miroir entre nos façons d'habiter, d'aimer et de vivre. Et comment cette perception de la maison comme espace personnel a évolué dans votre vie? C'est-à-dire, c'est une perception, un sentiment qui est venu maintenant après les confinements, où vous vous êtes rendu compte de l'importance de l'espace personnel, ou ça a été toujours comme ça? Non, ça a toujours été très très présent. Ça a toujours été présent, peut-être parce que je viens d'un milieu social entre mon père et ma mère très très différents, entre finalement une mère qui avait vécu une enfance privilégiée, etc., et aisée, où pour elle la maison était plutôt un lieu un peu de représentation, on va dire, sans ostentation, mais en tout cas de représentation et de vitrine. Et on fait tout ça, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, de vitrine finalement, d'une forme de bien-être et de choses acquises, et puis aussi de vitrine de nos lieux, de nos goûts, de nos appétences politiques, culturelles. Ça dit énormément de choses, de ce qu'on veut bien présenter. Et puis un père qui était d'un milieu beaucoup plus défavorisé, pour qui effectivement avoir un lieu à soi était aussi une sorte de conquête, une sorte de revanche. Pas de revanche au sens négatif du terme, mais en tout cas de conquête sur la vie. Et ça n'est pas naturel d'habiter. Moi je me souviens, j'avais été très frappée, j'avais rencontré il y a quelques années le président du SAMU social de l'époque. Il avait dit quelque chose qui m'avait fascinée. Il disait... on dit il faut reloger les gens qui sont dans la rue, bien entendu. Mais ça ne se fait pas, évidemment, on met la personne entre quatre murs. Il faut réapprivoiser le fait d'habiter dans un lieu, parce que ça peut être aussi très difficile de retrouver un lieu. Idem pour les femmes victimes de violences intrafamiliales. Il y a toute cette notion de réapprivoisement, d'être capable de manière sereine de retrouver, de se réinscrire dans le temps et dans l'espace, et de s'apprivoiser un lieu qui ne devient plus un territoire hostile, mais qui devient vraiment un lieu de protection, d'intimité, etc. Et ça ne se fait pas de manière aussi simple et aussi spontanée. Et c'est très intéressant, cette notion d'apprivoisement. On le voit bien quand on arrive dans un lieu inconnu, etc., où on a besoin sans doute parfois de trouver des éléments familiers. Quelquefois, c'est peu de choses. C'est un livre sur un guéridon qu'on connaît, etc. Mais voilà, ça n'est pas quelque chose de si naturel, de si spontané. Et très jeune, effectivement, moi qui échappais à la surveillance parentale systématiquement dès qu'on allait chez des gens pour aller explorer de manière tout à fait indiscrète les coins et recoins sous des prétextes totalement vaseux, de la cave au grenier, etc. Parce que je trouvais que ça en disait tellement long sur des personnes, et on a tous, je crois, dans nos mémoires, des lieux qui sont des lieux bénis des dieux, et puis des lieux au contraire qui nous ont apparus comme des lieux extrêmement tristes, extrêmement empreints effectivement de douleurs, voire de choses très très négatives, et qui sont chargés de souvenirs négatifs. Donc évidemment, c'est aussi un sujet politique en fait. C'est aussi un sujet très politique, le fait d'habiter. Le sujet de l'habitat est un sujet passionnant qui sera peut-être
le sujet d'un prochain livre, comment habiterons-nous demain. Voilà, l'annonce est faite, on attend le prochain livre. Mais en tout cas, c'est un sujet absolument passionnant. On voit bien, par exemple, le sujet politique, on voit bien, par exemple, celles et ceux qui ont à cœur d'avoir un intérieur qui soit aux normes environnementales, mais au-delà, qui soit vraiment haute qualité environnementale. Ça, c'est des choses relativement nouvelles. Et c'est aussi un acte d'engagement politique que de se construire un foyer qui soit, je dirais, compatible avec la planète et sa soutenabilité. Donc c'est très intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans votre livre une quête de, pour dire les choses de manière un peu pompeuse, de vérité humaine? Parce que vous dites, on comprend souvent, vous dites, mais au fond, chez soi, on ne ment pas. C'est-à-dire la manière dont on arrange sa maison. Alors même si on est en démonstration pour des gens qui passent, mais on est attaché à un certain nombre de choses. Et vous dites, parfois on va chez des gens, et dans la relation entre les gens, il y a toute une série de conventions, et c'est tout à fait normal. Mais l'intérieur de sa maison, de son appartement, est une forme d'authenticité finalement. Donc cet intérêt que vous avez aussi pour les maisons, est-ce que c'est pas quelque chose est-ce que c'est pas l'un des derniers endroits où on a une forme de vérité humaine quasiment? Oui, sans doute. J'aime bien votre regard, là-dessus, parce qu'effectivement, hormis parfois certains éléments un peu ostentatoires, on essaye de bâtir effectivement des lieux à notre image. Et puis moi je suis très sensible sur la relation qu'ont les gens par exemple aux objets. Je trouve que ça dit beaucoup. Entre ceux qui portent, je dirais, les objets du passé, qui presque muséifient un peu leur quotidien, et ceux au contraire qui peut-être ça leur pèse trop, ont envie au contraire de se délester de tout ça pour repartir à zéro, voilà, entre ceux qui vivent dans des milieux extrêmement épurés et ceux qui finalement sont plutôt tentés par l'accumulationnite, je ne sais pas si ça se dit, aigu. Rien n'est anodin aussi dans le rapport que nous avons avec les objets, qui nous plus que ça, je vais me permettre, parce que vous dites aussi, vous avez un problème avec les maisons bien rangées, parce que vous dites que ça vous glace d'effroi et que même vous ne pourriez pas avoir de sentiments positifs pour quelqu'un. Il y a une anecdote que vous racontez pour quelqu'un qui a une maison bien rangée, avec des draps bien mis, des objets bien placés, bien triés dans l'ordre. Voilà. Donc il y a quelque chose. Mais alors chacun a ses névroses personnelles. Si vous me permettez. Si on vous invite, vous devez aller chez des endroits, chez des gens qui ne rangent pas leur maison. Oui, chacun ses névroses personnelles, absolument. François, vous avez raison. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement tout ça dit beaucoup. Voilà, on dit énormément sur nous. On doit. J'ai beaucoup. Alors quand j'ai dû vider la maison de mes parents, notamment au décès de ma mère, je pense que il y a un côté traumatique là-dedans. Objectivement, c'est quand même quelque chose de très très difficile quand ce sont des lieux qu'on a aimés, etc. Ce sont vraiment des choses très difficiles. Et je suis restée pendant longtemps hantée par l'idée: qu'est-ce que j'aurais pu prendre que je n'ai pas pris? Non pas du tout pour des raisons pécuniaires, pas du tout. Alors ça, c'était vraiment absolument pas dans mon prisme. J'ai pris des choses avec lesquelles j'avais une histoire. Ça a été vraiment mon critère de choix. Et donc ça, cette interrogation-là, elle est toujours présente. D'ailleurs, ça m'arrive de rêver qu'effectivement je vide. Alors je passe des nuits, c'est très fatigant, à vider des armoires, des pièces, etc. Et à me demander, mais qu'est-ce que j'aurais pu prendre qui aurait fait forcément le lien avec mon passé. Et puis là, j'ai coupé un lien. Il y a toujours cette idée que voilà, qu'il y a peut-être des choses qu'on a laissées en chemin. Mais bon, voilà, ça, je pense que ce sont des interrogations qu'on a toutes.
C'est pareil aujourd'hui, justement dans cette société de vouloir consommer, des consommations, on achète énormément de choses et ça dure peut-être 2 semaines et le mois d'après on a oublié qu'on achetait une chemise nouvelle en janvier et on jette. C'est vous croyez qu'on a la même perception des choses, qu'on fait le même lien qu'on faisait avant. Parce que moi ça m'arrive. Avant j'avais moins d'objets peut-être ou moins de jouets quand j'étais petite et c'était quelque chose de précieux. Maintenant on a énormément de choses tout le temps, c'est qu'on veut même c'est vrai, comme mais ça. alors ça c'était peut-être une période et aujourd'hui moi j'ai l'impression quand on voit par exemple le boom des vides-greniers etc. à l'aune aussi des préoccupations écologiques où effectivement on est moins dans le prêt à jeter qu'il y a peut-être quelques années, avec peut-être cette recherche un petit peu plus grande d'authenticité. J'ai l'impression qu'on renoue quand même un petit peu aussi avec ça. Et puis malgré tout, on est tous prisonniers d'une illusion. C'est que les endroits qu'on aime vont rester dans une forme de permanence. Et on n'a pas envie que ça change. Moi, par exemple, je n'aurais pas pu, si j'avais racheté la maison de mes parents, j'aurais pas pu faire des travaux. Parce que j'aurais voulu garder l'illusion que le cadre que j'aime, finalement, s'inscrit dans une forme de permanence. Et ça, c'est une illusion totale. C'est-à-dire ce qui ne bouge pas, évidemment, se dégrade. On ne peut pas ne pas faire évoluer les choses. Mais je pense que c'est rassurant aussi, cette idée de finalement, on revient sur les lieux et les liens, d'avoir des lieux qui, même s'ils évoluent, nous inscrivent quand même dans un monde, comme vous disiez à juste titre à l'instant, qui est un monde aussi de l'interchangeable, du zapping, du prêt-à-jeter, qu'il y a quand même des choses qui sont soustraites à ça et qui restent nos thébaïdes et nos lieux, encore une fois, d'ancrage, de rattachement, d'attachement. Et encore une fois, la correspondance entre les lieux et les liens, elle est très très forte, elle est très puissante. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour éprouver cette puissance entre les lieux et les liens. Et c'est peut-être ce qui est passionnant, parce que cette idée de lien puissant, il y a beaucoup de gens qui disent entre les gens, les liens sont de plus en plus fragiles, mais voilà, avec nos lieux, des liens puissants. Alors, il y a des gens qui parlent des animaux aussi, avec lesquels ils ont de plus en plus des liens puissants. Mais en tout cas, c'est un très bel... Alors, et puis pour terminer, peut-être ces maisons qui changent, c'est-à-dire ce passage absolument délicieux, vous dites que quand vous retournez dans votre maison, elle n'est pas contente, parce que ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu, et vous dites quasiment, elle est en colère, elle a du ressentiment, parce qu'elle ne vous a pas vu depuis longtemps. Alors voilà que vous avez une maison qui a des sentiments. Oui, parce qu'effectivement, dans une maison à la campagne, quand on revient, on a beaucoup de gens, je pense, ça leur parlera, il y a vraiment un réapprivoisement, c'est-à-dire que je compare effectivement ça à un corps humain où les fluides, on remet la lumière, on remet l'eau, et elle revit finalement. Hein, il y a une relation presque charnelle. Et puis en même temps, c'est comme dans les contes où finalement le château s'est entouré de haies, d'épines et de ronces. Là aussi, il y a finalement il faut se refamiliariser avec les choses. Moi, j'aime beaucoup la phrase d'un monsieur que j'aime beaucoup, pas seulement parce que c'est un de mes ancêtres, mais surtout parce que je trouve que c'est un poète extraordinaire, qui est Alphonse de Lamartine, qui dit « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. C'est évidemment, il a parlé de sa terre natale. Et d'ailleurs, c'est un sujet aussi de mon livre, mais je parle des maisons dans les livres qui sont des personnages. De Manderley dans Rebecca de Daphné du Maurier, au sanatorium chez Thomas Mann dans La Montagne Magique, ou le domaine de Pemberley dans Orgueil et Préjugés de Jane Austen. On pense au film aussi, on a tous ces représentations de maisons plus ou moins accueillantes, plus ou moins que plus dans les films d'Hitchcock par exemple, ou Rosebud dans Citizen Kane.
ce sont des personnages. Ces maisons sont des personnages centraux. Ou évidemment, j'oublie de parler de Tara dans N'importe le vent. Enfin, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Ce sont des personnages à part entière. Donc c'est normal qu'on leur attribue finalement une humanité. Une humanité. Et il y a eu de très belles pages de la littérature et des très beaux films dédiés finalement aux maisons, dédiés aux lieux que nous habitons et où on s'est représenté dans nos petites têtes, effectivement, ces endroits, on les a créés dans notre imaginaire en ouvrant les livres. Et puis, bien sûr, les maisons des écrivains, qui sont des endroits incroyables où l'œuvre, on voit par exemple le château d'Alexandre Dumas en région parisienne, l'œuvre d'Alexandre Dumas est gravée dans les pierres de son petit castel absolument incroyable, néo-gothique, etc. Son œuvre et ses personnages sont gravés dans les pierres. Donc c'est vraiment, ce sont aussi des lieux, voilà, quand on va visiter, je pourrais être intarissable là-dessus, mais le moulin de Villeneuve où dans les jardins il y a la tombe d'Elsa Triolet et d'Aragon, on comprend l'œuvre, une partie de l'œuvre en tout cas en visitant ce lieu incroyable qui est une immense boîte à livres absolument fabuleuse. Donc oui, effectivement, ce sont des personnages et je leur prête des comportements humains, absolument. Merci infiniment Béatrice Noëlec. Donc voilà des maisons qui ont une humanité, voilà des lieux fixes mais avec lesquels on voyage. Et puis merci beaucoup parce que vous nous avez fait voyager précisément avec Lamartine, Virginia Woolf bien entendu, Victor Hugo. Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Donc c'est vraiment un livre à lire. Et alors on peut lire ce livre chez soi, dans sa maison, mais aussi ailleurs, sur une plage, dans une montagne. On peut lire ça aussi en extérieur, il n'y a pas de problème. Absolument, et j'espère que vous vous souviendrez du lieu où vous l'aurez lu. Alors, on s'en souviendra quoi qu'il arrive. Merci infiniment Béatrice. Un grand merci.